Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier R&D Corner de 2024 durant lequel on va comme à notre habitude revoir les appels à projets en cours et à venir qui pourraient vous intéresser. Mais avant ça et avant une introduction habituelle de Cap Digital et de nos services, on donnera aussi la parole à PNO Consultant qui fera un point de présentation des incitations fiscales à la RDI, notamment sur le CIR en particulier, le CDI, C2I et les actualités qui sont très récentes. On continuera ensuite avec les appels à projets régionaux, les appels à projets nationaux et quelques appels à projets européens également. Et on finira avec les événements à venir et d'autres opportunités qui pourraient vous intéresser. Donc pour rappel, Cap Digital, si vous ne nous connaissez pas, on est un pôle de compétitivité qui existe depuis environ 18 ans. On rassemble une équipe d'environ une petite trentaine de personnes avec des bureaux basés en région parisienne à Paris et à Lille notamment. On rassemble un peu plus de 800 adhérents avec une très forte majorité, comme vous pouvez le voir, de PME et de start-up. Mais on a aussi donc des grands comptes, des laboratoires de recherche et des écoles, des collectivités territoriales et des fonds d'investissement. Donc Cap Digital, c'est aussi de nombreux événements organisés tout au long de l'année. Donc on a les chiffres de 2023, on a un peu plus de 100 événements organisés avec 14 000 participants lors de ces événements. On a différents services compris dans l'adhésion et qui ont en 2023 du coup proposé qui ont accompagné du coup plusieurs projets, notamment sur la partie R&D qu'on va revoir plus en détail après. On a accompagné plus de 3500 projets depuis 2006, depuis la création du pôle. Parmi ceux-là, un peu moins de 1900 ont été labellisés et la moitié de ceux-là ont été au final financés par les financeurs étatiques. Également en 2023, les entreprises adhérentes de Cap Digital ont levé un peu plus de 142 millions d'euros. On a aussi une équipe transformation numérique et open innovation qui a réalisé en 2023 5 programmes d'open innovation et transformation numérique avec des collectivités, des grands comptes et des startups. Et donc, on a reçu plus de 140 candidatures sur ces programmes. Et enfin, on a une équipe Europe également particulièrement active avec plus de 42 projets européens à notre actif depuis la création du pôle. Actuellement, on a, je crois que c'est plutôt 4 projets en cours et actifs. Et donc, ce qui nous permet d'avoir aussi un bon réseau à l'international, au niveau européen déjà, sur ce type de projet. Pour nous rejoindre, on retrouve ici un extrait des tarifs pour les adhérents. Donc, à savoir que pour les startups PME, ça commence à partir de 350 € et pour les autres types de structures, on a le tarif le plus bas. Et donc, c'est des tarifs qui évoluent en fonction de la taille des structures qui souhaitent adhérer. Le financement de la recherche, développement et l'innovation chez Cap Digital, donc c'est une équipe qui est représentée par Alexandre Chaffot et qui va intervenir également après et moi-même. Donc pour nous contacter, on a un formulaire en ligne dans lequel vous pouvez préqualifier votre projet, ce qui nous sert un petit peu à savoir sur quel appel à projet vous orienter, avoir quelques premières informations avant d'organiser un rendez-vous spécifique avec vous pour étudier cette demande. Et sinon, si vous avez des questions plutôt, vous voulez juste échanger avec nous, on a cette adresse projet@capdigital.com sur laquelle vous nous contactez directement. N'hésitez pas à l'utiliser. Cette équipe R&D, donc moi et Alexandre, on est accompagnés par un peu plus de 150 experts qui sont répartis sur qui sont répartis en fonction d'expertises technologiques sur lesquelles Cap Digital est particulièrement active. Donc bien sûr le deep learning, la réalité augmentée, tout ce qui est analyse sémantique, traitement automatique des langues et autres. On a des experts plutôt sur des verticales marché, parce que du coup on est répartis sur plusieurs communautés. Nos adhérents sont répartis sur plusieurs communautés qui sont listées ici, la ville durable, la santé, les industries culturelles et créatives, le retail, et tout ce qui va être également
plutôt formation également et éducation. Voilà, c'est avec ces experts qu'on travaille sur tout le processus de labellisation que je vais vous présenter juste après. Mais avant ça, il faut savoir que la R&D, donc ça englobe donc la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. C'est un petit peu les trois grandes étapes du financement de la R&D. Et donc il y a deux régimes qui s'appliquent. Hein, il y a deux régimes qui s'appliquent dans les soutiens aux entreprises sur le territoire. Ça va être d'une part la règle des minimis pour tout ce qui va être aide au développement commercial, donc avec des aides qui sont capées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux consécutifs. Et ensuite, on va avoir un régime d'aide à la R&D qui, lui, du coup, n'est pas plafonné pour une entreprise parce que l'entreprise, on considère qu'elle prend des risques en faisant de la R&D, que c'est pas assuré que vous ayez au bout et que ce soit concluant. Du coup, il n'y a pas de limite à ce type d'aide. Mais du coup, il y a un régime spécifique qui s'applique avec des taux d'aide applicables pour cofinancer vos projets en fonction de son caractère individuel ou collaboratif et de son stade d'avancement de la technologie que vous allez présenter. Donc le soutien à la R&D chez Cap Digital, ça passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, la sensibilisation avec ce R&D Corner, notamment ce matin, mais également par des événements spécifiques lors de la publication d'appels à projets. Ça passe ensuite par de l'accompagnement, ce dont je vous parlais, donc des rendez-vous diagnostiques pour qualifier vos projets de R&D et vous orienter vers les bons guichets de financement. Des mises en relation ensuite possibles avec d'autres adhérents à nous si vous souhaitez partir sur un projet collaboratif. Donc ça peut être des mises en relation avec d'autres entreprises, avec des labos de recherche ou d'autres types de structures qui seraient pertinentes pour faire une expérimentation ou ce type de choses. Ensuite, ça va être donc le cœur un petit peu de notre activité à la R&D, ça va être la labellisation. Et là-dessus, c'est là qu'interviennent particulièrement aussi nos experts, hein, parce que donc le processus de labellisation, c'est un processus qui vous permet d'avoir un label, donc le label des pôles de compétitivité, qui est donc reconnu par les financeurs publics, du Pays France, donc des territoires, ANR et autres, comme étant un gage de qualité des projets qui sont labellisés. Et c'est un processus donc par lequel nous on vous met en relation, on vous permet de présenter votre projet en amont du dépôt auprès de ces financeurs à des experts qualifiés dans votre domaine qui vous feront d'une part un retour sur votre projet pour avoir un premier avis de personnes compétentes sur votre domaine, et également donc qui noteront votre projet, qui pourra donc sur lequel on s'appuiera sur ces notes pour proposer vos projets à la labellisation ou non. Et ensuite, il est pour les projets financés. Donc, on va pouvoir vous mettre en visibilité par notre site internet, notre newsletter, certains événements, réseaux sociaux et autres. Et enfin, on a aussi des activités de valorisation, donc auprès de l'écosystème français, mais pas uniquement. Suivi des relations avec des financeurs si besoin. Et puis, on peut vous proposer d'autres services comme un partenariat avec l'INPI pour tout ce qui va être propriété intellectuelle. Donc, on peut vous permettre on permet à nos adhérents, du moins, d'avoir un rendez-vous diagnostic gratuit pour pouvoir faire un point sur votre stratégie de propriété industrielle. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mickaël Barret, donc team leader de fiscalité de la recherche, développement et innovation chez PNO, qui va du coup vous présenter les dispositifs fiscaux qui existent, qui sont mobilisables. Voilà, je vous laisse la parole, Mickaël. Merci beaucoup, Arthur. Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire et merci de votre présence. Donc, effectivement, nous allons évoquer les crédits d'impôt, notamment crédit d'impôt recherche, qui est le premier financement public dédié à la R&D, en sachant que sur ces dernières années, d'autres extensions ont été créées, crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche coopérative, et un autre dispositif est assez lié, c'est le label Jeune entreprise innovante, donc je vais vous évoquer, ainsi que les leviers d'optimisation de ces dispositifs, ainsi que quelques infos sur l'actualité brûlante de ces derniers jours. Donc, tout d'abord, donc les entreprises, activités et dépenses éligibles au CIR. Donc, de manière introductive, qu'est-ce qu'un crédit d'impôt? Eh bien, un crédit d'impôt permet à tout type d'entreprise, industrielle, commerciale, agricole,
de tout régime d'imposition, et majoritairement les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, peu importe le statut, SA, SAS, SARL, voire les associations qui seraient fiscalisées, de récupérer a posteriori un pourcentage des dépenses qui sont engagées sur les activités éligibles et les dépenses éligibles. Récupérer a posteriori, on va y venir, mais en mode déclaration, c'est sur l'exercice qui vient de se clore, mais en fiscalité, on peut remonter 1, 2, 3 ans en arrière pour réclamer les enjeux de crédit d'impôt associés. Le bénéfice de ce crédit d'impôt étant majoritairement une imputation sur l'impôt sur les sociétés, mais contrairement à une exonération d'impôt, un crédit d'impôt, si l'entreprise n'est pas bénéficiaire, peut être remboursé. Soit immédiatement si on est une PME, si on est une jeune entreprise innovante ou une entreprise en difficulté. Si on est sur un établissement de taille intermédiaire ou un grand groupe, on doit attendre, on doit essayer d'imputer plusieurs fois ce crédit d'impôt sur l'impôt avant de pouvoir en demander la restitution. Qu'est-ce que la R&D? Puisqu'effectivement, c'est de ça qu'on parle dans le crédit impôt recherche et dans la jeune entreprise innovante, on va y venir. Donc la R&D, il faut vraiment différencier ça d'un projet d'entreprise, par exemple un projet de création d'un nouveau produit, ou il faut différencier ça de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est un travail technique fait par des ingénieurs, mais entre guillemets, dans les standards habituels du secteur. Là, la R&D, nous sommes sur des problématiques scientifiques et techniques, donc dans le cahier des charges par exemple, soit des objectifs à atteindre, soit des problèmes à résoudre, pour lesquels il n'existe pas de solution telle quelle, entre guillemets, dans l'état de l'art, dans l'état de la connaissance, dans l'état de la recherche, dans l'état de la science. Donc, ce qui amène l'entreprise à devoir initier des activités techniques avec des hypothèses, des études, des prototypes, des tests, des essais pour tenter, je dis bien tenter, d'atteindre ces objectifs ou de résoudre ces problèmes selon une démarche scientifique structurée. Et donc, indirectement, même si l'entreprise a des objectifs opérationnels qui sont, par exemple, comme je le disais, d'aboutir à un nouveau produit innovant qu'elle va pouvoir mettre sur le marché, eh bien, indirectement, vu qu'il y a un certain gap entre ce que permettait l'état de l'art et ce que vise l'entreprise, eh bien, l'entreprise va indirectement participer à la création de nouvelles connaissances. Et ces activités sont potentiellement éligibles, peu importe l'origine du projet, qu'on soit sur une idée interne, ça vienne d'une demande d'un client, que ce soit une évolution normative, peu importe le mode de financement, que ce soit un projet financé sur fonds propres, que ce soit un projet financé par un client ou un projet subventionné. On verra pourquoi sur les deux cas, projet financé par un client ou subventionné un petit peu plus tard. Et peu importe le type. On est sur un projet de développement de nouveaux produits, on peut être sur le projet de développement de nouveaux process, sur un projet à visée purement interne, et qu'on soit sur un projet de création from scratch, ex nihilo, ou un projet d'amélioration substantielle d'un existant. Dernier point, peu importe le service pilote. Si on a une équipe R&D, on imagine bien que la R&D va majoritairement être pilotée, gérée dans ce service, mais on peut avoir de la R&D, même si on n'a pas de service R&D, ou on peut avoir des projets R&D dans d'autres équipes de l'entreprise. Vraiment, seule chose qui compte sont les critères que je vais évoquer juste après, sachant bien évidemment qu'il faut présenter et analyser le projet dans sa vision la plus ambitieuse, y compris futur. On peut être sur des projets pluriannuels, donc en incluant la roadmap R&D, la roadmap de développement du projet. Donc les 5 critères principaux sont la nouveauté, la créativité, l'incertitude, la systématicité et la transférabilité, productibilité. Alors, premier critère indirect, c'est qu'il faut qu'un projet soit piloté par un chercheur diplômé ou assimilé. Donc, alors, diplômé, bac+5 ou plus, assimilé, il peut avoir 2-3 ans d'études en moins, mais compensé par une expérience professionnelle, par une fonction, une rémunération équivalente à celle d'un ingénieur. Donc, les critères en question, donc tout d'abord, l'incertitude, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'absence de réponse satisfaisante, accessible, complète, validée dans l'état de l'art, aux problématiques, dans notre domaine et contexte d'application. Quelques précisions sur ces mots, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des solutions qui ne sont pas au niveau d'objectifs visés, ça n'est pas grave. Il peut y avoir des solutions mais qui sont brevetées, secret défense ou qui relèvent du secret industriel, c'est-à-dire qu'on a un concurrent qui réussit à atteindre tel objectif, on ne sait pas comment il fait. Les solutions peuvent être partielles, mais il faut alors les compléter. Il peut y avoir des solutions théoriques qu'il faut valider expérimentalement. Il peut y avoir des solutions dans d'autres domaines. Déjà, on n'attend pas de nous
d'avoir la science infuse. Donc déjà, faut-il les connaître et en plus, faut-il que ces solutions soient transposables dans notre domaine. Et le contexte, par exemple, il peut y avoir des solutions qui fonctionnent à l'échelle laboratoire, à toute petite échelle, et nous voulons une solution scalable, donc beaucoup plus, avec un fonctionnement beaucoup plus large. Et donc, s'il y a absence, comme je le disais tout à l'heure, de solutions telles quelles, eh bien l'entreprise et son équipe technique doit tenter de définir et d'appliquer des idées, des méthodes, des théories, des technologies ou des concepts nouveaux. Ce qui va l'amener, comme je le disais tout à l'heure également, que ce soit dans le cadre d'un succès ou d'un échec, indirectement à produire des nouvelles connaissances. Donc ça, ce sont vraiment les 3 critères un peu historiques de la R&D et du CIR, ont été ajoutés un peu plus récemment, les 2 derniers, qui relèvent pour le premier, donc la systématicité de la planification. Donc on imagine que quand on fait de la R&D, entre guillemets, on ne bricole pas. Donc il y a une succession logique d'étapes avec des validations. Et la documentation, et ça c'est un point important, c'est que quand on déclare du CIR, bien évidemment, on doit le justifier et on doit rédiger des synthèses techniques de qualité qui décrivent l'opération et qui prouvent son caractère R&D. Et pour cela, il faut de la matière technique. Ensuite, une fois qu'on a validé qu'a priori un projet est éligible, eh bien, il faut savoir de quand à quand, entre guillemets. Et donc, il n'y a pas de limite à bon. Bien évidemment, plus nous sommes dans la phénoménologie, donc la compréhension d'un phénomène, donc de la recherche fondamentale, bien évidemment, plus on est dans de la recherche, pas de problème. Ce qui compte, c'est la limite aval, donc la fin du développement expérimental. Et donc, elle correspond, cette fin du développement expérimental, lorsqu'après une énième campagne de test sur une énième version d'un prototype, globalement, l'entreprise n'apprend plus rien et qu'on aboutit à une solution globalement figée. Ou alors, qu'on aboutit à un abandon. Ça peut arriver. C'est-à-dire que malheureusement, bien les challenges étaient trop importants et l'entreprise n'y arrive pas. En informatique, bon, ok, peut-être que le terme va vous paraître un petit peu old school, un peu obsolète, mais bon, la vision de l'administration de l'informatique est un petit peu obsolète. C'est globalement la fin des alpha tests, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, ça y est, on considère qu'on a bien en interne corrigé tous les problèmes et qu'on commence à donner accès à un logiciel à quelques clients ou partenaires pour des bêta-tests, c'est sauf gros problème qui apparaîtra en phase de bêta-test, ce qu'on considère que globalement on sort de la R&D. Donc voilà, donc ça c'était pour les critères d'éligibilité et le périmètre d'éligibilité. Une fois qu'on a déterminé cela, on passe à la phase de valorisation des dépenses. Et donc, les dépenses qui sont éligibles à ce crédit d'impôt recherche sont les dépenses de personnel, donc chercheurs et techniciens, diplômés ou assimilés, donc y compris les stagiaires, y compris les alternants, y compris les dirigeants qui se rémunèrent, par exemple, dans le cas d'une SAS. Alors, on prend leur salaire brut chargé, on doit retraiter quelques charges, on proratise leur temps d'intervention dans les opérations par rapport à leur temps total de travail, hors congé payé, RTT absence. On ajoute à ça les dotations aux amortissements des biens techniques, y compris possiblement les licences logicielles, les ordinateurs, pas les loyers cloud, qui sont utilisés dans le cadre de ces opérations R&D. On y ajoute éventuellement l'appel à des sous-traitants avec la contrainte que ces sous-traitants doivent avoir un agrément. On y reviendra un petit peu plus loin pour les optimisations de ce CIR. Donc ça, vraiment, ces 3 postes de dépenses principaux doivent être directement liés à une opération. Donc on va avoir à chaque fois un temps passé par personne, par opération. On ajoute à ça les dépenses de veille technologique, temps passé dans des manifestations de veille ou droit d'entrée dans les manifestations de veille, tout ce qui est achat, abonnement à des publications de veille. On va avoir tout ce qui relève des brevets, prise, maintenance, défense, achat de brevets. Et la normalisation, bon, c'est quelque chose de très très particulier, c'est la participation des dirigeants et salariés à des comités officiels pour définir les futures normes dans votre domaine. S'ajoute à ça un forfait de frais de fonctionnement, donc on reprend pour avoir des coûts environnés. On prend 43% des dépenses de personnel, on reprend 75% des immobilisations des biens techniques. Petite précision, et c'est un axe d'optimisation, le recrutement de jeunes docteurs. Donc quand vous recrutez quelqu'un qui a fini sa thèse de doctorat et pour qui c'est le premier CDI suite à la fin de sa thèse, donc il a pu avoir un CDI de docteur, donc il peut avoir eu un CDD, pas de problème, il peut avoir eu un CDI alimentaire, entre guillemets, après sa thèse, pour manger, entre guillemets, ça n'est pas problème. Si vous le recrutez en premier CDI suite à la fin de sa thèse, son salaire brut chargé, ici, est valorisé 2 fois dans les dépenses de personnel, et on reprend ce même montant doublé dans les frais de fonctionnement. Donc on valorise
ses dépenses de personnel 4 fois. Et comme le CIR est 30% de ça, 30% de 400%, ça veut dire que pendant 2 ans, alors sous réserve de la non-baisse de l'effectif moyen R&D l'année de son recrutement par rapport à l'année précédente, eh bien son salaire brut chargé est plus que remboursé par le CIR. On doit déduire bien évidemment les éventuelles aides publiques, encaissements d'aides publiques liées aux dépenses et activités R&D. On doit réintroduire les éventuels remboursements d'aides publiques également. Et cela nous donne l'assiette de dépenses. Le CIR est 30% de ça, jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses, et même de 5% au-dessus. Dans les départements d'outre-mer, ce CIR est de même 50%. Donc, il y a une dizaine d'années, une extension au crédit d'impôt recherche a été créée, le crédit d'impôt innovation. Donc là, on est sur un périmètre équivalent, donc études, conception, développement, test, essai de prototypes de solutions. Mais ici, on va être sur des solutions, donc des nouveaux produits supérieurs à la concurrence. Donc on est sur un niveau technique un peu plus accessible puisqu'on n'a pas à dépasser l'état de l'art, on a juste à dépasser la concurrence sur le marché où on est actif géographiquement. Cette supériorité devant être soit fonctionnelle, c'est ce que propose le produit, soit technique, ses qualités annexes, il est plus rapide, il est plus miniaturisé. Ses qualités ergonomiques, donc il a été mieux pensé d'un point de vue utilisateur, ou ses qualités en termes d'éco-conception, donc c'est la réduction de son impact sur l'environnement, sur l'ensemble de son cycle de vie. Et il est réservé aux PME, ce crédit d'impôt innovation. Je vous ai mis ici le lien vers la définition européenne, parce qu'on le connaît à peu près tous. Hein. Il faut avoir un effectif inférieur à 250 salariés d'un côté, et de l'autre côté, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Mais quand on a des liens capitalistiques montants ou descendants conséquents, donc supérieurs à 25% ou à 50% avec d'autres entreprises, on peut être amené à devoir prendre dans ces chiffres que je viens d'évoquer, tout ou partie des chiffres de 7 ou de 16 autres entreprises. Donc, il faut faire attention quand on est dans un groupe, entre guillemets, la vérification du fait qu'on est PME ou pas n'est peut-être pas si anodine que ça et doit être réfléchie un peu sérieusement. Ce crédit d'impôt est de 30% des dépenses, et ces dépenses étant plafonnées à 400 000 euros. Jusqu'à 2022, il était de 20%. Mais alors peut-être que je vais revenir juste 2 secondes sur les dépenses. Voilà, sur les dépenses hier. Donc sur le CII, on est à peu près sur les mêmes dépenses, sauf qu'il n'y a pas de jeune docteur, il n'y a pas de veille, il n'y a pas de normalisation. Et comme on est sur de la sous-traitance agréée C2I, et il n'y a pas de frais de fonctionnement depuis 2023 avec ce passage à 30%. Le SICO, bon, là, c'est un nouveau dispositif créé depuis 2022. Et là, c'est pour soutenir des collaborations de recherche avec des organismes publics de recherche. On entend vraiment des vraies collaborations avec partage des objectifs, partage des dépenses, partage des risques, partage des résultats, donc de la propriété industrielle. Et si on est dans ce cadre-là, avec une facturation au coût de revient, eh bien, on peut récupérer 40%, voire 50% de ce que nous refacture l'université, le laboratoire INRIA, par exemple, ou l'école d'ingénieurs en question. Toutes les autres dépenses que l'entreprise porte de son côté, restant éligibles au crédit d'impôt recherche. On est vraiment sur une recherche, mais dans le cadre d'une collaboration effective. Donc, si une entreprise confie à un labo une prestation, mais dont elle est propriétaire à la fin, on n'est pas dans une collaboration de recherche, par exemple. La jeune entreprise innovante, dispositif très intéressant, qui devrait d'ailleurs s'appeler plutôt jeune entreprise de R&D, parce qu'au final, on ne parle pas d'innovation, mais on parle de recherche, hein, comme je l'ai évoqué au tout début, vis-à-vis du crédit d'impôt recherche. Je dis dispositif très intéressant parce que c'est vraiment le seul qui ne nécessite pas de dépenser d'abord. Là, on est vraiment sur une économie au quotidien pour les entreprises, puisque à chaque échéance sur SAF, mensuellement ou trimestriellement, eh bien l'entreprise va payer moins de charges patronales. Ce statut, donc, il est dédié aux PME, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou PME elles-mêmes détenues par des personnes physiques, majoritairement détenues par des personnes physiques. Ces entreprises devant être âgées de moins de 8 ans, puisque ce dispositif est actif jusqu'au 31/12 de l'année du 7e anniversaire. Il faut que l'activité soit nouvelle au sens où elle ne reprenne pas l'activité d'une entreprise qui existait auparavant. Et cette entreprise doit faire de la R&D pour un volume de dépenses supérieur à 15% de ses charges totales d'exploitation, de l'ensemble de ses dépenses. Les dépenses étant à peu près équivalentes au CIR,
sauf jeune docteur, sauf veille, sauf normalisation, avec une tolérance sur le fait de ne pas avoir à déduire dans le calcul de ce ratio les éventuels encaissements d'aide publique. Comme je le disais, les charges patronales des personnels et dirigeants majoritairement impliqués en R&D, qui sont normalement ces charges de 40, 45, 50%, eh bien, s'en trouvent diminuées à 15-17%. Donc, de fait, c'est une économie en fonction de la rémunération de 800 à 1200, 1300 euros par mois par personne. Sachant que par année, une entreprise peut avoir jusqu'à un peu plus de 200 000 euros d'exonération de charges patronales dans le cadre de ce dispositif JEI. Il permet également, le cas échéant, des exonérations de taxes locales si les collectivités territoriales compétentes ont voté des délibérations en ce sens. Et jusqu'à fin 2023, pour les entreprises qui étaient créées avant 2023, avant le 1er janvier 2024, eh bien, il y avait une partie fiscale à ce statut JEI, à savoir une année d'exonération totale d'impôt sur les sociétés et une année d'exonération à 50% d'impôt sur les sociétés. Alors l'articulation, le cumul entre ces différents dispositifs, comme vous l'avez peut-être compris, le premier à mobiliser lorsque on est dans les critères, c'est la jeune entreprise innovante. D'ailleurs, on peut, parce que c'est une économie au quotidien, dès vraiment le premier mois de salariat d'un personnel technique, sachant que généralement, pour l'obtenir, nous, ce que nous proposons, c'est le montage d'une demande de rescrit. Donc, c'est une demande d'avis préalable de l'administration. On présente l'activité R&D, on montre que l'entreprise correspond aux différents critères administratifs et financiers, on envoie ça à l'administration, il y a une expertise scientifique qui est faite. Et l'avantage de cette démarche, déjà, c'est opposable pour la JEI, c'est-à-dire que l'administration ne peut plus remettre en question les avantages JEI sur les années sur lesquelles porte ce rescrit, mais ça sécurise et ça accélère le CIR ensuite. Parce que comme il y a eu expertise scientifique qui a validé qu'on était sur de la R&D, eh bien, on est tranquille sur le CIR. Ensuite, au terme du premier exercice, puisque comme vous l'avez peut-être compris sur les crédits d'impôt, on est sur du réalisé, il faut que l'année fiscale, le premier exercice fiscal soit terminé. Soit on est sur de la R&D, et alors on va être sur du CIR, éventuellement avec du SICO en parallèle si on a une collaboration de recherche effective avec un labo. Soit on est sur du crédit d'impôt innovation si on est plutôt sur des projets qui techniquement dépassent uniquement la concurrence, sachant que on peut cumuler les deux, plutôt c'est des projets différents. On peut avoir certaines opérations d'un haut niveau technique qui vont être éligibles au CIR et d'autres d'un niveau un peu moindre qui vont être éligibles au crédit d'impôt innovation. On peut passer de l'un à l'autre. On peut imaginer qu'on fasse de la R&D pendant quelques années et une fois qu'on a globalement à peu près résolu tous les problèmes techniques, on soit plutôt sur l'innovation. Ou on est sur l'innovation, on recrute un jeune docteur, on passe sur de la R&D. Le partage étant plutôt rare. Pourquoi je dis ça? C'est que normalement, les textes fiscaux disent que à partir du moment où un projet R&D, toutes les tâches techniques qui sont indispensables à la conduite de ce projet sont R&D elles-mêmes. Donc, il vaut mieux éviter de saucissonner un projet entre innovation et recherche. Le seul cas où un partage est éventuellement nécessaire, c'est soit on a une portion du projet trop importante qui ne relève pas de la R&D, et là, on prendrait trop de risques à tout présenter côté R&D, ou si on a des profils qui seraient possiblement remis en question quant à leur caractère de chercheur ou technicien, donc de purs autodidactes, ou par exemple, je sais qu'en informatique, parfois les gens en charge de la partie IHM sont plutôt de profil école d'art, infographiste, etc. Et cela aussi pourrait discuter. Donc, sur les bonnes pratiques, au-delà de l'analyse de fond que j'ai indiqué, bien évidemment que si l'entreprise a des indicateurs R&D à mettre en avant, qu'elle ne s'en prive pas. J'ai évoqué le rescrit. Si le projet amène à des publications scientifiques, s'il est mené dans le cadre d'un programme qui est financé dans le cadre d'un programme de soutien à la R&D, si il y a une collaboration académique avec un laboratoire, etc., ce sont des choses qu'il ne faut pas se priver de mettre en avant parce que ça rassure l'inspecteur, ça rassure l'éventuel expert quant au caractère R&D du projet. Vous l'avez j'ai souhaité vous le transmettre, mais voilà, on fait attention. On est bien évidemment, ce crédit d'impôt n'est pas un cadeau de l'administration, donc il faut gérer ça de manière sérieuse. Donc il faut analyser et sélectionner annuellement et individuellement chaque activité technique. Il faut valoriser seulement les dépenses éligibles et en suivant les bases de valorisation officielles telles que je vous les ai indiquées. Et ensuite, il faut justifier tout cela. D'un point de vue financier,
tableau de calcul et les pièces financières qui vont prouver que les dépenses sont vraies et que les dépenses sont éligibles, et des synthèses techniques que nous rédigeons quand nous intervenons auprès de nos clients, qui prouvent, il y a une trame à suivre, et ces synthèses prouvant que ce projet relève de la R&D et prouve que les travaux techniques sont à la hauteur des enjeux de CIR qui ont été déclarés. Si on ne fait pas cela, eh bien, il y a des risques. Bien évidemment, un rejet partiel ou total du crédit d'impôt en question lorsque l'administration fait une demande d'information, puisqu'elle peut demander les justificatifs avant de restituer ce crédit d'impôt, ou plus tard, lors d'un contrôle fiscal. Et là, dans le cadre d'un contrôle fiscal, on peut parfois être sur plusieurs années de suite, en même temps, et on peut se retrouver à devoir rembourser, partiellement ou totalement, ces crédits d'impôt recherche, par exemple, sur plusieurs années. Et donc, ça peut vraiment mettre l'entreprise à difficulté. Donc, il faut gérer cela sérieusement. Sachant même que si l'administration considère que l'entreprise a eu des manquements délibérés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas ignorer et elle les a tout de même mis en œuvre, par exemple des dépenses inéligibles, on peut avoir des pénalités qui s'ajoutent au redressement, et même carrément, si l'administration considère qu'on est dans de l'abus de droit ou de la fraude, vous avez vu, la pénalité peut aller jusqu'à 80%. On peut sécuriser un CIR de manière un petit peu anticipée. Bon, j'ai évoqué les rescrits. Ce rescrit vaut pour la GEI, mais il en existe un aussi pour le CIR. Et on peut aussi demander un contrôle fiscal sur demande. Bon, la seule chose, c'est que c'est très limité. On est vraiment sur de la TPE, sachant que ce contrôle fiscal, on n'en maîtrise pas le périmètre. C'est parce que c'est pas un contrôle qui va être seulement sur le CIR. Donc, l'administration peut avoir un contrôle un peu plus général avec des risques associés. Les leviers d'optimisation, eh bien d'abord, il faut penser à analyser toutes les activités techniques qui sont possiblement éligibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes les équipes techniques, pas seulement d'équipes R&D. Il faut penser au personnel technique externe à cette équipe R&D. Peu importe, je l'ai dit, leur origine, leur type, leur mode de financement. La seule chose qui compte, ce sont ces critères. En prenant bien en compte la roadmap. Parce que si on se limite à analyser le projet sur l'année qui s'est écoulée, peut-être n'est-il pas éligible, alors que derrière, on veut faire des tas de choses qui seront beaucoup plus ambitieuses. Et il faut réfléchir à la façon de présenter les projets, parce qu'un projet, on en a tous une vision différente. Il faut possiblement parfois regrouper de petits projets pour avoir quelque chose d'un peu plus ambitieux. Il faut valoriser tous les personnels techniques. On a évoqué les chercheurs ou techniciens diplômés, mais aussi assimilés. Il peut y avoir, je disais, les stagiaires, les alternants, les dirigeants, des salariés mis à disposition. Alors là, c'est un peu particulier, c'est quand une entreprise est dans un groupe, eh bien, si temporairement un personnel d'une autre entité du groupe vient travailler chez elle et qu'on lui refacture son salaire, sous réserve de faire ce qu'il faut d'un point de vue contrat, convention, on peut valoriser ce salarié-là, y compris dans son propre CIR. Il faut penser au CDI, mais également au CDD, y compris en temps partiel. Par exemple, pour les freelances, c'est compliqué, on va y venir, un autre axe d'optimisation, c'est l'agrément des prestataires. Mais il est compliqué de faire agréer un freelance. Donc pourquoi pas lui proposer un CDD de quelques mois, y compris à temps partiel. Lui peut en être intéressé parce qu'il va cotiser, et alors il sera salarié comme un autre et sera totalement éligible au CIR. Les autres postes de dépenses, donc là j'ai évoqué les dépenses personnelles, mais il faut penser donc aux jeunes docteurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, la sous-traitance, la contrainte c'est l'agrément. Donc là je vous ai mis les listes des organismes agréés. Même ceux n'y étant pas peuvent demander à l'être. La seule chose c'est qu'il faut anticiper. Les demandes d'agrément sont à faire en début d'année. Donc, alors même qu'on est sur du réalisé, aujourd'hui nous travaillons sur les CIR 2024 de nos clients, eh bien malheureusement les demandes d'agrément étaient à faire pendant le premier trimestre 2024. Donc il faut anticiper les choses vis-à-vis de ces agréments. Dotations amortissements, ça aussi intéressant parce que ça rentre en plus dans les 75% des frais de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure. Donc cela vaut pour les matériels, mais aussi pour l'immatériel, les licences logicielles possiblement, donc à voir, il y a quelques contraintes, mais c'est possible, ou des proof of concept, des démonstrateurs, des prototypes, des modules qui peuvent éventuellement être amortis comptablement, et alors on peut les valoriser. Pensez aux autres postes de dépenses, le cas échéant, tout ce qui va être brevet, tout ce qui va être veille technologique, la normalisation, comme je l'ai évoqué, et puis pensez à réclamer sur le passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les entreprises déclareront leur CIR très prochainement, mais on peut aujourd'hui remonter sur l'année 2023, l'année 2022 et même l'année 2021, jusqu'au 31/12/2024, donc il reste peu de temps, mais c'est possible, voire même pour les entreprises qui sont en exercice décalé fiscal à mois de septembre, octobre, on peut même remonter sur 2020. Pour finir l'actualité,
Alors, bon, je commence par bien évidemment, vous avez tous suivi ce qui s'est passé hier. De fait, suite au vote de la motion de censure, le gouvernement est dissous. Et donc, le projet de loi de finances qui était en cours de discussion, pour le moment, tombe et suspendu également. Ce qui fait que la situation se trouve actuellement en statu quo. Ce qui veut dire, au niveau crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt recherche coopérative et jeunes entreprises innovantes, on est totalement sur ce que je vous ai présenté. Malheureusement, à l'heure actuelle, le crédit d'impôt à innovation qui arrivait normalement à son terme à fin 2024, parce qu'il était voté par période de 3 ans, n'a pas pu être prorogé. Donc logiquement, il n'existera plus en début d'année, mais on peut espérer, bien évidemment, déjà qu'il va y avoir clairement un nouveau gouvernement et que les discussions et les négociations vont reprendre et que ce dispositif sera possiblement prorogé. Mais à date, donc le dernier vote, la dernière échéance, c'était le 1er décembre, il y a eu un vote au Sénat. Les informations étaient une réforme du CIR, donc le dispositif jeune docteur qui était plus ou moins discuté est maintenu, une légère baisse de la part du forfait de fonctionnement lié aux dépenses de personnel qui était de 43%, qui va passer à 40%, ça va être assez peu impactant, mais il y a suppression des dépenses de veille technologique et de brevet. Alors ça, c'était, comme je le disais, c'était l'état du projet de loi de finances au 1er décembre. Le CII devait être prorogé, mais avec un taux qui passerait de 30 à 20%. Donc on revient à un plafond de 80 000 euros, puisque les dépenses sont plafonnées à 400 000 euros, sans rétablissement du frais de fonctionnement, parce que je vous ai dit tout à l'heure que jusqu'à fin 2022, je crois, on était à 20%, mais avec des frais de fonctionnement. Ensuite, on est passé à 30% sans frais de fonctionnement, et là, on repasserait à 20% sans frais de fonctionnement. La JEI étant maintenue, avec un léger rehaussement du seuil, du ratio que j'évoquais entre les dépenses R&D et les charges totales d'exploitation, qui était de 15%, qui passerait à 20%. Voilà, donc en 2 mots, donc PNO est un groupe de conseil européen. Nous sommes à peu près 650 personnes dans 10 pays d'Europe et nous sommes spécialisés en stratégie de financement public des activités de recherche et développement et d'innovation. En France, nous sommes environ 75 personnes sur Paris, Toulouse et Lyon, avec une équipe d'une vingtaine de consultants sur ces sujets de la fiscalité, de la R&D et de l'innovation, avec des assez hauts niveaux scientifiques. Les 2/3 à 3/4 de nos consultants sont docteurs en sciences et notamment nous avons une équipe dédiée IT avec 4 docteurs en informatique plus 2 ingénieurs et nous intervenons donc sur tous ces dispositifs. Aujourd'hui, nous gérons à peu près 30 millions d'euros de CIR, 30-35 millions d'euros de CIR par an. Depuis le début de l'activité, à peu près 250 avec moins de 1% de remis en question. Et nous avons monté à peu près 70 dossiers JEI et plus de 90% ont été validés dans le cadre des démarches de rescrit. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis à votre disposition pour toute éventuelle question. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et détaillée, faisant un point un peu sur l'actualité de ces dispositifs. On a pas mal de questions que je vous adresse. Donc la première, Cédric Thomas qui dit, c'était sur le point d'actualité, qui dit pas de nouveau budget 2025, dit modalités fiscales existantes restant en place. Peut-être à l'exception du C2I qui devrait s'éteindre. Voilà, c'est ça. On reste dans la situation actuelle, mais comme le C2I était normalement voté uniquement jusqu'à fin 2024, à date, il reste supprimé. Merci. Ensuite, on a une question de Clément Judec. Donc, le CDI jeune docteur, existe-t-il un âge limite, une période post-diplôme pendant laquelle ce CDI doit être signé? Vous parlez de CDI alimentaire. Cela veut-il dire que cela pourrait fonctionner pour un docteur qui signerait son premier CDI sur un poste à caractère RDI? Oui, effectivement, non, il n'y a pas de limite d'âge. Après, bien évidemment, si une thèse a été terminée à 30 ans et que quelqu'un se présente comme jeune docteur à 35 ans, il va falloir analyser les 5 ans d'expérience professionnelle post-thèse pour valider qu'on est bien effectivement dans soit du CDD, vraiment un contrat à durée indéterminée clairement identifié, ou soit effectivement sur du CDI non R&D, non technique, donc alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si c'est bien le cas, on est bien sur un premier CDI et pas de problème pour appliquer le régime de docteur. Juste attention, tout ce qui est travail de recherche dans un labo public,
soit on est vraiment sur un post-doc clairement identifié, où là on est sur du CDD, mais si quelqu'un a travaillé dans un labo CNRS pendant plusieurs années, même s'il n'a pas passé les concours, ça peut être requalifié d'équivalent CDI. Mais c'est vraiment le seul cas où il peut y avoir un risque. Ok, merci. Ensuite, une question d'Emmanuel Elbert. Est-ce que le SICO peut s'appliquer sur les coûts de partenariat avec le labo dans le cadre d'une thèse CIFRE, en plus du CIR, s'appliquant sur le coût du doctorant? A priori, il n'y a pas de contrainte à ça. Comme je le disais, il faut vraiment. Là, il y a peu d'historique sur ce SICO, comme il existe seulement depuis début 2023. Donc, il n'y a pas de jurisprudence, etc. Et l'administration a donné peu de détails. Donc, l'important, c'est vraiment d'analyser finement et la collaboration et le contrat de collaboration pour voir si on est, comme je l'évoquais, bien dans une collaboration effective, avec refacturation, coût de revient, partage des objectifs, partage des dépenses, partage des résultats, partage de la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc c'est vrai que je dois admettre que je n'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que la première collaboration, ou du moins la plus courante entre un labo et une entreprise, c'est quand même assez souvent une thèse de doctorat avec refacturation des coûts d'encadrement par l'organisme de recherche publique de rattachement. C'est une très bonne question et je vais l'analyser un peu plus finement. Mais voilà, ce qui compte, c'est le caractère effectif de la collaboration et que globalement, dans le contrat de collaboration, on ait l'ensemble des clauses qui correspondent aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure. On a ensuite une question d'Antoine Lazarus. Le C2I en 2024, ça veut dire qu'on peut encore en toucher pour l'exercice 2024 avec le dépôt d'une liasse en 2025. La logique voudrait que oui, puisqu'effectivement, on a normalement une notion un petit peu en fiscalité de continuité devant le droit, ce qui fait que voilà, en 2024, lorsque l'entreprise a engagé des coûts d'innovation, elle pensait qu'elle pourrait récupérer du C2I dessus. Donc la logique voudrait que oui, et que le dispositif ne disparaisse qu'effectivement à partir de 2025, donc le CI 2025 qui sera déclaré en 2026, mais malheureusement, en fiscalité, on a parfois des surprises. C'est déjà arrivé, donc là aussi, effectivement, ça c'est un point que j'ai validé avec notre avocat partenaire, et je vous enverrai peut-être une petite précision à ce sujet que vous pourrez diffuser aux membres, histoire d'être certain de la réponse. Mais voilà, il faut voir qu'on est quand même là dans un contexte assez unique. Ce vote de cette motion de censure n'était pas arrivé depuis 62 ans, je crois. Et on en parlait encore avec tous les collègues hier. Voilà, ça change tous les jours, quoi. Il est très très difficile de suivre en ce moment. Ça part dans tous les sens. C'est compliqué. C'est ça, navigue un peu à vue. On a une autre question d'Éric de Rugy. La chute du gouvernement remet-elle les appels à projets en cours et ceux qui ont annoncé, comme par exemple celui de Madame Dati, pour promouvoir l'usage de l'IA dans la culture? Alors là, pour le coup, je vais peut-être me permettre d'y répondre. A priori, je serais peut-être mon collègue peut-être compléter s'il a un avis également, mais je crois pas que ce type d'appel à projet soit remis en cause. C'était des budgets déjà validés auparavant. Donc on est bien sûr attentif à toute l'actualité, mais je pense qu'on pense que ces appels à projets, et ceux déjà en cours d'ailleurs, ceux déjà ouverts, ne devraient pas être impactés par l'actualité. On a ensuite, je crois, une dernière question. Enfin, il y en avait une dans le chat aussi, mais je vais prendre celle-ci d'abord. Donc, une question de Tanguy Choquel, pardon. Peut-on demander le statut de GEI de manière rétroactive si jamais le projet a commencé en 2023? Alors, oui et non. C'est-à-dire que la demande de rescrit de manière officielle, comme vous l'avez vu, c'est une demande d'avis préalable. Donc, normalement, la demande d'avis préalable doit présenter la situation actuelle et même de manière un peu prospective. Mais si elle est validée, il est possible de réclamer a posteriori les avantages. Typiquement, les exonérations de charges sociales sont réclamables 3 ans date à date. Donc aujourd'hui, on peut remonter jusqu'à décembre 2021 dans l'absolu.
Quand je dis oui et non, c'est que régulièrement, il nous arrive effectivement de présenter une demande de rescrit JEI, présentant par exemple la R&D 2023, 2024 et puis les travaux futurs 2025. Dans la plupart des cas, quand nous sommes sur des SIE, des services des impôts des entreprises intelligents, ils nous valident la demande de rescrit 22, 23 ou 23, 24, 25. Exceptionnellement, il peut y avoir des SIE qui reviennent un petit peu au pied de la lettre, hein, vraiment à l'orthodoxie des textes, et qui nous disent ah ben mais je suis désolé, demande d'avis préalable veut dire OK pour 2024-25, mais 2023. Ça ne veut pas dire qu'ils rejettent le caractère GUI, c'est que ils ne valident pas l'application de la demande de rescrit à cette année-là. Parce qu'il faut voir, comme je l'ai dit, le rescrit c'est quand même fort juridiquement, parce que c'est opposable à l'administration. Et donc là, d'un point de vue procédure, ils refusent de se positionner sur 2023, considérant que c'est trop vieux. Mais je dis si 24 et 25 sont validés, alors de manière générale, on réclame et on n'a pas de problème à réclamer les exonérations de charges patronales sur 2023 pour une JUI. D'accord. Et donc une dernière question qui concerne également le JEI. L'exonération du JEI est à la fin du mois de décembre de la 7e année anniversaire. Est-ce que cela signifie que la société doit avoir 7 bilans à la 7e année à la clôture comptable ou bien la 7e année à partir de la création de l'entreprise? C'est Car il y a 31-12 où la société peut ne pas clôturer sa première année en création et avoir un exercice comptable au-delà de 12 mois. Voilà. Non, là on est vraiment sur l'anniversaire, donc 31-12 de l'année du 7e anniversaire de création. C'est-à-dire qu'une entreprise a été créée en juin 2021, eh bien elle pourra être JEI jusqu'au 31-12-2028. Très clair. Et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors bien évidemment, tant qu'elle maintient, il faut que chaque année, l'entreprise reste dans les critères. Hein. On doit vérifier notamment ce ratio entre les dépenses R&D et charges totales d'exploitation ou un éventuel changement d'actionnariat. Mais ça, quand on gère un CIR, puisqu'on fait généralement les deux en même temps, j'ai 8 CIR, on vérifie cela chaque année avec l'entreprise cliente pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souci. C'est noté. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette intervention. Voilà, vous avez les contacts de Mickaël et de sa collègue qui s'affichent ici, que vous recevrez dans les slides à l'issue du webinaire. On enchaîne tout de suite, donc je vous laisse vous déconnecter si vous le souhaitez, hein, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec un tour d'horizon des appels à projets donc régionaux pour commencer. Sur la région Île-de-France, donc petit rappel des différentes aides mobilisables si vous souhaitez faire financer un projet d'innovation. On va avoir le cadre général de la région pour financer l'innovation qui est InnovUp, InnovUp qui finance un programme d'innovation à tout stade de maturité d'un projet, de la faisabilité jusqu'à l'expérimentation. Et on va ensuite avoir donc des déclinaisons spécifiques sur lesquels je vais revenir après pour l'expérimentation. On a également donc des financements cofinancés État-région pour des stades de maturité assez avancés en phase de maturité, entre la phase de développement et de maturité. Et également des financements collaboratifs pour des projets un peu plus amont avec IDEMO Région. Voilà. Et il y a aussi des aides mobilisables sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui, mais qui sont TPUP et PMUP, qui sont donc comme je vous ai présenté en introduction, des aides de soutien au développement commercial soumis au régime de minimis, que vous pouvez également solliciter via la région directement. Sur le dispositif InnovUp Leader PIA, tout d'abord, qui est donc, comme je disais, un dispositif cofinancé entre l'État et la région. En région Île-de-France, il en existe sur toutes les régions de France de ces dispositifs cofinancés. Ce sont des dispositifs qui sont finalement qui proviennent d'une poche de financement déléguée aux régions de France 2030. Et donc en Île-de-France, cette enveloppe s'élève à 82 millions d'euros sur la période 2021-2025 et ça vise à soutenir donc les projets les plus innovants et les plus ambitieux portés par des entreprises donc franciliennes uniquement. Donc c'est pour des projets, il n'y a pas de thématique particulière, c'est un appel à projet qui est athématique, sur lequel il y a des priorités régionales sur lesquelles c'est plus intéressant de s'inscrire, mais toutefois vous n'êtes pas inéligible si vous vous inscrivez pas dedans et que la qualité du projet est
est importante. Donc il y a quelques critères de sélection qui vont déterminer donc la sélection des projets. Ça va être notamment le degré de rupture par rapport à l'état de l'art, par rapport à la concurrence, et le caractère donc innovant du projet. Également très important de bien mettre en avant le potentiel commercial de la solution et d'innovation que vous souhaitez présenter grâce à ce programme de R&D. Les retombées économiques et les retombées en termes d'emploi sur le territoire francilien, c'est très important de mettre bien en avant le nombre d'emplois que vous allez générer ou maintenir sur ce territoire, et les autres retombées économiques qui pourraient résulter de ce programme de R&D. Et ensuite également toutes les externalités socio-économiques, donc ça peut être notamment sur l'aspect environnemental, sur l'aspect social, en fonction de thématiques sur lesquelles s'inscrit votre projet. Et bien sûr la qualité du projet présenté dans son ensemble, c'est une sorte de concours, l'Innovate Leader PIA, donc ce sont les meilleurs projets qui sont financés à chaque vague. Et voilà, également toujours important de bien présenter l'équipe et la société derrière le projet qui est présenté. C'est un dispositif qui s'adresse à toutes les PME, donc TPE, PME jusqu'à l'ETI, donc comme je disais sur le territoire d'Île-de-France, et pour des projets avec un budget global qui se situe entre 150 000 et 1 million d'euros sur une durée de 12 à 24 mois. Sur ce budget, une part de 50%, jusqu'à 50% pourrait être prise en charge dans le cadre de ce financement. Et sur ces 50%, 2 tiers seront versés sous forme de subvention et 1 tiers sera versé sous forme d'avance remboursable. Donc ça reste un dispositif assez intéressant en termes de financement comparé à d'autres. La prochaine relève, elle est pour la semaine prochaine, le 13 décembre. Mais c'est un dispositif qui revient par vague tous les 3-4 mois, donc il y aura une vague qui se clôturera également début avril 2025, le 4 avril exactement. Donc si vous souhaitez demander un label, alors pour cette vague c'est un petit peu tard malheureusement, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, faut savoir qu'il faut nous contacter environ 3 semaines, 1 mois avant la date limite de dépôt pour que voilà on vous présente bien le processus de labellisation et qu'on puisse vous faire rentrer dans celui-ci et voilà, et vous labelliser si le projet est intéressant. Voilà. Ensuite, donc les 2 programmes d'innovation, d'expérimentation, de la région Île-de-France que je présentais, pour lesquels Cap Digital est partenaire. Donc le premier, c'est pour l'expérimentation pour la transition écologique des territoires d'Île-de-France. C'est donc un dispositif qui vise à financer une entreprise qui développe une solution, mais à un stade avancé de maturité et qui nécessiterait une étape d'expérimentation en situation réelle afin d'avoir un premier retour d'utilisateur. Premier retour de clients potentiels, sur le territoire francilien. Ces terrains d'expérimentation, ils doivent revêtir normalement un caractère public. Donc généralement, on va retrouver surtout des collectivités territoriales qui vont être terrains d'expérimentation, mais ça peut être aussi d'autres acteurs publics qui peuvent également l'être. Les entreprises privées peuvent être terrain d'expérimentation uniquement dans des cas de situation de délégation de service public. Autrement, ce n'est pas possible. Donc là, on va retrouver 5 domaines prioritaires qui sont vraiment assez larges. On va avoir l'éco-construction, tout ce qui touche à l'énergie, aux déchets et à l'économie circulaire de manière générale. Et ensuite tout ce qui va être relatif à la nature également, la biodiversité, des solutions pour la mobilité, la logistique et enfin l'adaptation et la résilience des territoires. L'accompagnement qu'on propose donc avec nos partenaires, la Fondation Solar Impulse et l'association Construire au futur, habiter le futur, c'est de vous proposer un rendez-vous déjà pour préqualifier votre projet, s'assurer que vous êtes bien éligible à ce dispositif. Et bien comprendre quelle est la solution que vous souhaitez proposer, et donc si nécessaire, on peut également tenter de vous mettre en relation avec des terrains d'expérimentation qui accueilleront votre solution pour la durée que vous aurez décidé ensemble afin de tester la solution et bénéficier de cette aide. Qui dit programme régional dit aussi également que vous pouvez bénéficier d'une certaine notoriété. La région met en avant plusieurs fois par an les lauréats de ce programme lors d'événements
sur lesquels elle est présente ou qu'elle organise directement. Donc ça peut être intéressant également pour gagner en visibilité. Donc c'est pour toutes les TPE, PME, ETI, également les associations, mais qui sont donc franciliennes, entreprises franciliennes uniquement. Et c'est pour des durées de projet entre 6 et 18 mois, donc des projets assez courts, en fonction de l'expérimentation. Vous êtes financé à hauteur, le financement dépend là encore de la taille de l'entreprise. C'est entre 45 et 25% selon si vous êtes une TPE, une PME ou une ETI. Et sur ce taux-là, vous êtes financé jusqu'à 500 000 euros en subvention, et au-delà de 500 000 euros de budget global, il y aura un mix qui sera proposé entre de la subvention et de l'avance remboursable. C'est ouvert au fil de l'eau. Vous pouvez candidater, déjà nous contacter via le formulaire que vous pouvez retrouver ici. Nous contacter déjà quand vous voulez. Et c'est ensuite ouvert au fil de l'eau pour le dépôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Et donc le deuxième programme d'expérimentation de la région, ça va être le dispositif de web expérimentation Silver Economy et bien vieillir, pour lequel dans ce cas-là on est partenaire de Silver Valley. Alors la logique est vraiment la même, c'est de tester des solutions innovantes avec donc avant leur mise sur le marché avec des terrains d'expérimentation. Là, les terrains d'expérimentation, ils peuvent être plus larges, c'est tout acteur de la Silver Economy, donc tout ce qui va être EHPAD, centre de soins, résidence autonomie et autres. Voilà, tout ce type de structure peut être éligible en tant que terrain d'expérimentation. Les 6 domaines prioritaires clés, les 5 pardon, ça va être ce qu'on retrouve ici, donc la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et tout ce qui est relatif à la mobilité. Je reviens pas vraiment sur le détail de l'aide parce que c'est vraiment similaire à celui d'avant. Là aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On vous proposera un rendez-vous dédié avec Silver Valley pour préqualifier votre projet et également potentiellement vous mettre avec des terrains d'expérimentation si nécessaire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie avant qu'on passe aux dispositifs nationaux. Si, il y avait une question sur Innov'up Leader PIA. Et c'était lorsqu'on a déjà été lauréat d'Innov'up Leader PIA dans le passé, peut-on déposer une demande différente ultérieurement? Et si oui, sous quel délai? Alors, si vous avez déjà été lauréat de Innov'up Leader PIA, vous pouvez en effet recandidater. Généralement, s'il y a si vous avez été lauréat et que le projet est toujours en cours, on conseille peut-être plutôt d'attendre la fin de ce programme. Après, si toutefois vous avez donc déjà la capacité financière, c'est la première chose qu'ils vont regarder, et que ça porte sur un programme de R&D qui est complètement différent du premier. Ils peuvent peut-être l'entendre, mais ce sera un peu des cas exceptionnels. Donc, il faut retenir que dans la majorité des cas, on conseille plutôt d'attendre la fin du premier financement avant d'entamer un second. Ok, merci. On n'a pas d'autres questions. Merci. Donc, si on passe sur le volet national France 2030, donc, en gros, retenir, si vous allez sur le site du SGPI, et si vous voulez une définition courte, c'est donc un plan de 54 milliards qui vise à financer, qui vise de répondre de manière compétitive à des défis écologiques et d'attractivité, tout en faisant du monde de demain et de faire émerger des futurs champions dans les filières d'excellence. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce plan de 50 milliards, il a 2 objectifs transversaux. 50% de la dépense consacrée à la décarbonation de l'économie, et 50% aussi en faveur du financement de l'innovation par des acteurs émergents. Donc, acteurs émergents, en général, ce serait une entreprise de moins de 10 ans de base. Après, il peut y avoir quelques subtilités, mais principe général, entreprise de moins de 10 ans. Et le tout sans financer de dépenses défavorables à l'environnement. Donc voilà, si je vous reprends un petit peu cette définition officielle, c'est aussi pour vous dire que l'aspect environnemental est très présent, puisqu'on le retrouve 2 fois dans cette petite définition.
Donc c'est un volet très important à traiter et à considérer dans ces dossiers avant leur dépôt. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les principes généraux? Faut bien avoir en tête qu'il y a quand même 2 grands principes structurants, hein, quand on finance des projets de RD par France 2030. Le premier, c'est un principe de cofinancement et de partage du risque entre vous et le financeur. C'est-à-dire qu'en gros, l'État, au travers de ses différents opérateurs qui sont l'ANR, BPI, France, la Banque des Territoires et l'ADEME, il attendra que vous financiez une partie du projet par de l'autofinancement, ce qui supposera aussi pour garantir cet autofinancement qui regardera votre situation financière, voilà, pour être sûr que vous avez l'air insolite pour le faire. Après, et un deuxième grand principe structurant qui est le principe incitativité, pardon, qui veut dire qu'en gros on ne finance que des projets nouveaux, c'est-à-dire qu'on ne financera que des projets qui n'ont pas commencé et qui n'ont pas fait l'objet d'engagements fermes avant le dépôt du dossier. Voilà, donc ça c'était un peu pour les principes généraux. Après, je veux aussi en profiter pour peut-être rapidement, parce qu'on est en fin d'année, on est en période de bilan, donc nous on a aussi fait on a aussi fait nos statistiques, pardon, sur le suivi des projets qu'on a reçus nous à l'ARD. C'est pour vous dire que sur l'année 2023, au niveau des stats, on a pu constater que par les projets qui sont venus nous voir ont un taux de réussite de 18%. Donc ils obtiennent en moyenne 18% de financement, à distinguer des projets qui sont labellisés et donc voilà, qui gagnent comme Arthur vous a dit, le gage de qualité de Cap Digital, qui eux montent à 32% de taux de financement. Et si on prend le cas spécifique de BPI France, qui est le plus gros guichet, hein, par rapport aux membres qu'on suit, on a un taux de réussite de 23% en général, et pour les projets qui reçoivent effectivement le label, ça monte à 40% sur l'année 2023. Donc voilà, le label est assez intéressant et pour augmenter ses chances de réussite sur les appels à projets. Donc, pour continuer, je vais faire un petit tour d'horizon des appels à projets en cours sur les quelques mois à venir, pour le début d'année, notamment. Donc, je vais présenter 2 projets cyber. Donc, il y en a un petit qui est soutien aux PME et startups pour renforcer leurs compétences dans le domaine de la cybersécurité. Donc, en gros, l'objectif, c'est de soutenir le développement de solutions innovantes de confiance par les PME et startups. Objectif, pour faire de l'émergence de prototypes et de démonstrateurs sur des verrous techniques, et donc et de monter en maturité sur les accompagnements, les prestations offerts par la cyber, au niveau de la cyber par les PME startups. Donc vous avez trois axes de projet possibles. Vous pouvez développer directement des solutions cyber et des techniques avec 7 briques possibles. Donc là, on est sur du software directement. L'axe 2, c'est plus, on vous fournit on vous fournit un accompagnement pour vous aider à vous faire certifier sur ce qu'on appelle le PAMS. Donc voilà, c'est un accompagnement si vous voulez la certification prestataire d'administration et de maintenance sécurisée. Et on a un axe 3 qui vise un petit peu à aider à soutenir les PME startups qui souhaiteraient un petit peu s'engager sur la démarche un petit peu de la normalisation, qui souhaitent intervenir dans ce champ et représenter un petit peu voilà, la France dans ce sujet au niveau des PME startups. Et on attend plutôt de vous que vous soyez capable de mélanger au moins 2 de ces axes. Alors, j'ai dit que c'est des petits appels à projets, donc c'est individuel. Vous devez présenter des budgets supérieurs à 30 000 €. C'est des projets courts, 6 à 8 mois. Le taux d'aide, il est très bien, hein, si vous engagez là-dessus, parce que voilà, notamment si vous pouvez passer par le régime des minimis, ce qui suppose juste de ne pas avoir dépensé ces 300 000 € de minimis possibles sur les 3 dernières années, parce que là vous êtes financé à 100%. Dans la limite de 150 000 €, et sinon c'est du régime RDI classique. Si vous pouvez pas prendre les minimis parce que vous avez déjà
utiliser les 300 000 € associés. Forme de l'aide, c'est 100% de subvention, donc assez intéressant pour de France 2030. Il reste une dernière relève qui est le 9 janvier 2025. Après, toujours sur la cyber, l'appel à projet qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Stratégie nationale pour la cybersécurité, développement de technologies cyber innovantes. Donc, en gros, l'objectif, soutenir des projets visant à développer de nouvelles approches et de nouveaux moyens de protection de données tout au long de leur cycle de vie. Il y a tout un ensemble d'axes sur lesquels vous pouvez travailler. Il y en a 6. Enfin, je crois qu'il y en a un 7e qui est autre, mais les 6 principaux, c'est axe 1, protection des données utilisées dans des infrastructures et services non maîtrisés par les clients, donc des univers non maîtrisés. L'axe 2, protection des données partagées ou exploitées par des tiers. Donc voilà, quand on travaille sur de la mutualisation et du partage de l'information entre plusieurs acteurs et qu'on veut sécuriser tout ça. Un axe 3 qui est facilitation et accélération des cas d'usage autour de l'IA. Donc protection des données d'apprentissage qu'on utilise pour quand on fait de l'inférence ou aussi de l'entraînement de modèles d'IA, protection des données traitées par les modèles d'IA, protection des modèles d'IA. Un axe 4 qui est outil d'aide à la transition post-quantique et un axe 5, Data Centric Security, donc en gros, technique permettant de transporter le contrôle d'accès de la donnée avec la donnée elle-même. Et axe 6, protection de l'intégrité des données dans la chaîne de production logicielle. Donc c'est un appel à projet qui est à la fois individuel et collaboratif, ouvert à tout type d'entreprise, au laboratoire de recherche. Budget, on attend un budget minimum d'1 million d'euros, sauf si vous êtes dans le cadre d'un projet individuel porté par une jeune pousse. Dans ce cas-là, on peut descendre à 500 000 euros. Des durées assez classiques de 12 à 36 mois. Ils attendent des TRL 4 en début de projet, 4 et plus. Et en fin de projet, on attend minimum 7 et plus. Le taux d'aide, on va retrouver du RDI classique que vous reverrez très souvent. Donc des taux qui vont de 25 à 80% et qui varient selon 3 paramètres. Donc la taille de l'entreprise, plus vous êtes petit, plus vous êtes financé. La nature de l'ARD, plus vous êtes en amont, plus vous êtes financé. Donc en gros, en recherche industrielle, vous êtes plus financé qu'en développement expérimental. Et si vous faites de la collaboration effective, donc prime comme toujours au consortium pour avoir des bonifications de taux. Et puis ça c'est pour les entreprises, et pour les activités plutôt laboratoires, ils ont leur régime propre, donc 50% des coûts complets et 100% des coûts marginaux. Forme de l'aide, là aussi vous retrouvez un schéma assez classique sur tous les projets que je vous présenterai. Donc de la subvention pour les entreprises, hein. Subvention max 60% et avance remboursable le reste. Donc cet appel à projet, première relève 30 janvier. Il y en aura une seconde en avril. Et si vous êtes intéressé pour un label là-dessus, on vous invite à vous rapprocher de nous d'ici tout début janvier, d'ici le 9 janvier, pour qu'on vous suive et qu'on vous fasse la labellisation. Après, il y a l'appel à projet techno-innovant des univers virtuels immersifs. Donc celui-là, il vise à soutenir des projets ambitieux qui sont portés par des entreprises technologiques positionnées sur la chaîne de valeur des univers immersifs. Donc en gros, il veut aider des entreprises qui développent des solutions dans ce domaine à franchir des seuils technologiques, à passer à l'échelle et renforcer l'offre sur les territoires français et européens sur ce sujet. Donc vous pouvez, là aussi plusieurs possibilités pour vous. Ils attendent des projets avec 2 grands thèmes en fait. On a un côté plus, on va dire hardware, avec développement de solutions innovantes, avec pour les équipements immersifs et leurs composants, donc du casque, de la lunette de réalité virtuelle, tout ce qui est augmenté ou mix, du matériel haptique, du haze et du hand tracking. Et un second thème qui est plus, on va dire la surcouche software, hein, avec le développement de solutions d'interopérabilité et de centralisation des données, donc que ce soit des moteurs utilisés dans la conception des univers immersifs, des plateformes d'univers virtuels. Donc c'est un appel à projet, lui aussi individuel ou collaboratif, budget supérieur à 1 million d'euros, durée 12 à 36 mois, TRL on est de 4 à 7.
Le taux d'aide RDI, comme je vous ai dit, 25 à 80%, et un peu pareil pour les organismes de recherche, donc selon leur méthode, de 50 à 100%. Pareil sur la forme de l'aide, hein, subvention jusqu'à 60% et le reste en avance remboursable pour les entreprises. Prochaine relève 17 janvier 2025. Donc on vous invite à venir nous voir d'ici la mi-décembre pour qu'on puisse enclencher le processus de labellisation en tenant compte des vacances. Voilà. Donc, un autre appel à projet intéressant, celui-là, c'est par l'ANR. Donc, c'est l'appel à projet qui revient généralement tous les ans. C'est pour ça que j'ai pas mis la bonne lettre, c'est 2025. Thématique spécifique en IA. Donc, appel à projet qui vise à soutenir les nouveaux enjeux autour de l'intelligence artificielle pour la découverte scientifique, en encourageant les travaux de recherche pluridisciplinaire et collaborative. Donc, quand on dit collaboratif, se dire ANR, c'est plutôt académique de base, mais là, on peut faire de la collaboration entre entreprises et académiques. Donc, les thèmes, ils sont assez larges, hein, parce que vous pouvez travailler grâce à cet appel à projet en matière d'IA. Donc, vous pouvez, par exemple, développer, c'est des thèmes qui parleront à ceux qui font de l'IA, hein, développer de nouvelles méthodes d'IA fiables et robustes par hybridation avec des connaissances propres au domaine scientifique traité, développement de briques de logiciels pour faire de l'agrégation, du nettoyage, de l'organisation de données, et d'autre part de l'entraînement de modèles, leur mise en œuvre opérationnelle efficace. Le développement de nouvelles méthodes de simulation et d'expérimentation à base d'IA, la proposition de benchmark, l'utilisation de méthodes d'IA frugales, l'entraînement de modèles de fondation spécialisés dans un modèle scientifique donné, constitution d'une communauté nationale autour du développement d'outils d'IA. Donc vous voyez, très large. Et donc collaboratif, comme je vous l'ai dit, donc laboratoire de recherche obligatoire, et on peut mettre deux entreprises de tout type, hein, grands groupes, TPE, PME, avec minimum, on attend 2 partenaires, dont un acteur de la recherche publique française. Les durées de projet, c'est des durées assez longues, qu'on attend 36 à 48 mois. L'aide maximale, pardon, elle est limitée, plafonnée à 700 000 euros. Le taux d'aide que vous aurez, c'est donc 100% pour organismes de recherche, et un peu moins pour les entreprises par rapport à ce qu'on a vu, de 25 à 45%. Celui-là, il y a une relève, la relève, elle aura lieu le 13 mars 2025. Donc, on vous invite à venir nous voir si vous êtes intéressé d'ici fin février ou avant, hein, si vous cherchez des partenaires, bien entendu. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce sujet? Je ne crois pas. Sur cette partie, on n'a pas de questions particulières, non. Ok. Donc, le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle les appels à projets en innovation structurelle. Donc, la petite distinction par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est que, en fait, c'est des appels à projets qui n'ont pas de thématique dédiée. Et en fait qui s'adressent plutôt à l'entreprise selon son stade de développement et sur la base de son activité, voilà, son plan de développement. Donc en gros, c'est ils reviennent de manière récurrente, hein, c'est ce qu'on appelle les concours d'innovation, donc très récurrents, généralement tous les ans jusqu'à maintenant. Et il y a plusieurs types d'appels à projets qui vous sont proposés en fait selon votre stade de développement, puisque l'idée c'est de couvrir tout le continuum de la deep tech, en allant de la recherche des chercheurs jusqu'à la création d'entreprise et ce qu'on appelle le scale-up, donc la croissance de l'entreprise. Donc là, je vais vous présenter qu'une seule chose, mais avant je vous précise que normalement ILAB, qui est plus sur les phases amont, il devrait revenir en février 2025, mais on n'a pas eu d'annonce ni de date, mais a priori, si c'est comme les autres années, ça sera février 2025. On a aussi le i9, pardon, qu'on attend plutôt au printemps 2025. Et sinon, en actif, avec des dates déjà définies, il y a IDEMO 4, donc objectif, développement, on finance le développement des entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs,
sur des sujets créateurs de valeur et qui donnent de la compétitivité à l'économie en contribuant de manière, et vous voyez que l'axe est large, donc ça peut s'appliquer à plein de sujets. Il faut juste contribuer aux transitions énergétiques, écologiques et numériques pour adresser ce guichet. C'est un appel à projet qui est intéressant dans le sens où on peut faire de l'individuel hors ETI grand groupe, mais aussi du collaboratif, avec toute taille d'entreprise, du labo de recherche, 6 partenaires max, dont au moins une PME et une ETI, et c'est un appel à projet qui est assez propice à faire de la collaboration entre différents types de structures, donc grandes entreprises, petites avec PME ou start-up, ou entreprises et labos de recherche, parce que ce qui est valorisé, c'est quand même d'arriver à faire de la rupture technologique, cet appel à projet. Les budgets sont intéressants aussi. 4 millions d'euros, supérieur à 4 millions d'euros, durée 3-5 ans. L'aide, elle va de 35 à 60%, avec une répartition subvention et avance remboursable. Dépôt de candidature. La prochaine relève, c'est le 28 janvier. Donc venez nous voir tout début janvier si vous êtes intéressé par cet appel à projet et avoir une labellisation. Et après, on a fini. Oui. Merci Alexandre. Je vois pas de questions particulières sur ces appels non plus. Donc on va pouvoir poursuivre avec les appels à projets européens. Quelques appels à projets européens qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc pour rappel, au niveau européen, c'est le programme Horizon Europe qui finance la recherche et l'innovation. Le programme cadre donc, qui court sur la période 2021-2027, qui est structuré en grands piliers. Un pilier 1 pour la recherche plutôt fondamentale, donc la science d'excellence, avec notamment le Conseil européen de la recherche, les bourses ERC, qui sont assez connues dans le monde de la recherche. Ensuite, on a un pilier 2 qui vise à financer des grands projets collaboratifs pour répondre aux problématiques mondiales et de compétitivité industrielle européenne. Qui sont répartis sur de nombreuses thématiques sur lesquelles on reviendra juste après. Et enfin, un pilier 3 pour le mise en commercialisation, le passage économique des innovations, on va dire, avec notamment le Conseil européen de la recherche, donc l'EIC, et notamment le programme phare du Conseil européen qui est l'EIC Accélérateur. Et ensuite, on a un pilier plutôt transversal pour favoriser l'élargissement de la participation de l'espace européen de la recherche aux zones moins actives sur ces questions. Donc le pilier 2 d'Horizon Europe, comme je disais, il est structuré sur 6 grands thématiques, sur 6 grands clusters qu'on appelle des clusters qu'on retrouve ici et qui visent à financer des projets en fonction de leur stade de maturité technologique ou de leur type d'activité. Donc on va avoir notamment les Research Innovation Action qui visent à financer des activités de recherche fondamentale appliquée, de développement technologique et d'essais de prototypes à petites échelles. Donc c'est sur des TRL généralement qui se situent entre 2 et 5 pour lequel donc là on va avoir un taux de financement applicable de 100%, qu'on soit organisme public ou privé, particulièrement intéressant, et pour des durées de projet indicatives entre 36 à 48 mois dans la majorité des cas. Ensuite, on va avoir les Innovation Actions, donc là qui visent à financer la suite de ces projets, donc qui visent à financer des activités de prototypage, d'essais et de démonstration de pilotes et de validation de produits à grande échelle, et voire même de première commercialisation dans certains cas. Donc là, c'est sur les TRL 5 à 8, comme je disais, et donc dans ce cadre-là, on est sur un financement à 100% pour les entités labos de recherche et autres, entités à but non lucratif, et un taux qui va descendre à 70% ou 60% pour les entreprises privées. En plus de ça, on va avoir dans certains cas des actions de coordination et de support de la recherche, donc qui sont des activités complémentaires qui visent à financer des activités de sensibilisation, de mise en réseau,
dialogue politique, production de rapports et autres sur certaines thématiques en particulier. Donc là, on est sur des projets généralement un peu plus courts, avec un taux de financement à 100% pour tout type d'acteurs. La règle générale, c'est que pour répondre à ce type d'appel des clusters, c'est 3 partenaires de 3 pays différents au minimum. Maintenant, dans les faits, les consortiums sont plutôt composés à minima de 6, 7, 8 partenaires sur ce pilier 2, et ça peut monter à un nombre très important de partenaires sur certains projets en particulier. Voilà, Cap Digital, on peut vous accompagner là-dessus sur un diagnostic de votre projet, de vos activités, pour voir si vous avez, s'il y a des opportunités qui s'offrent au niveau européen. Et donc voilà, activer notre réseau de partenaires européens pour faire de la recherche et de la mise en relation, et on peut vous accompagner jusqu'à la relecture de dossiers si vous souhaitez candidater. Voilà, quelques appels à projets de ce second pilier qui pourraient peut-être vous intéresser. Le premier sont issus d'une initiative qui vise à créer à créer un cloud européen pour l'héritage culturel. Donc c'est une initiative qui vise 3 grands objectifs. Donc créer un espace de travail collaboratif numérique européen, donc qui est conçu en fonction du besoin des professionnels du patrimoine culturel, qui vise également à exploiter les possibilités offertes par la transition numérique vers les institutions du patrimoine culturel, et même aux organismes de recherche sur ces questions. Et enfin, un troisième grand objectif qui vise à contribuer de faire du patrimoine culturel européen un leader mondial sur l'utilisation des technologies numériques. Cette initiative, elle se structure en 3 phases. Elle a commencé l'année dernière avec donc des actions de conception et de mise en œuvre de l'architecture de base de ce cloud européen, également de mettre en place le modèle de données, de gouvernance de ces données de ce cloud. Cette année, donc en 2024, les actions se concentrent sur des activités donc qui visent plutôt à rechercher, développer des outils et des fonctionnalités de base qui seront intégrés à cette plateforme, et donc le faire de manière simple d'utilisation et pratique pour les utilisateurs. Et enfin, l'année prochaine, en 2025, les appels seront plutôt dédiés à développer et tester des utilisations réelles de cette plateforme, avec donc des acteurs concernés, avec des bêta-testeurs. Donc sur 2024, on a donc 3 appels, les appels à projets de 2024, donc comme je l'ai précisé, eux, ils visent 3 grands objectifs. Développer un ensemble initial d'outils pour ce cloud européen, pour l'héritage culturel. Offrir aux premiers utilisateurs donc des services qui soient attractifs, simples et correspondant à des besoins réels. Et exploiter un effet réseau de la puissance de la plateforme pour ajouter donc à mesure que les utilisateurs et les données augmentent, voilà, une plateforme dédiée. Donc il y a 5 grands appels qui sont actuellement ouverts jusqu'au 22 janvier pour contribuer à cette initiative. Un premier qui vise à financer des outils innovants pour la numérisation et l'analyse de processus dynamiques d'objets de données combinés et complexes. Un second plutôt pour des outils pour documenter, relier et organiser les données. Un troisième pour l'enrichissement avancé des données. Ensuite, on propose également un appel visant à financer des outils pour les interactions entre les visiteurs et les objets du patrimoine sur ce cloud. Et enfin, un dernier appel pour l'étude, la conservation et la restauration des objets du patrimoine. Donc là, on est sur des types d'actions qui sont des Innovation Actions, donc des TRL 6 à 8 en fin de projet. Au total, il y aura 2 projets financés par appel qu'on voit ici, avec en fonction des appels, des projets, des budgets plus ou moins conséquents, mais globalement, c'est des projets qui se situent entre 3 millions et 6 millions d'euros de budget. Donc voilà, c'est assez accessible à des entités qui n'ont pas forcément connaissance des projets européens, parce que c'est du financement en somme forfaitaire, et donc c'est un peu plus simple dans la gestion. Voilà, nous, Cap Digital, on est assez actifs sur ces appels, on les suit de près. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, et on pourra vous en dire un peu plus sur les opportunités que ça peut offrir.
Enfin, on passe sur une autre thématique, un autre cluster. Donc là, on est sur le cluster 5, sur le climat, l'énergie et ces thématiques là. Donc, un premier appel qui vise à financer donc qui est issu du partenariat sur le bâtiment et donc qui vise à financer des actions sur le BIM et les jumeaux numériques pour faciliter et optimiser la rénovation énergétique des bâtiments. Donc l'idée, c'est d'améliorer la modélisation des données du bâtiment et les jumeaux numériques sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, y compris donc à la phase de construction et la rénovation des bâtiments, et ce afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité donc de ces bâtiments et de le faire dans une démarche d'économie circulaire, d'utilisation rationnelle des ressources et autres. Je vous ai listé ici les quelques résultats attendus de cet appel. Donc, ça va être la réduction du coût et de construction des rénovations des bâtiments, l'augmentation de la réutilisation et du recyclage des matériaux de construction, l'amélioration de la performance des bâtiments, l'amélioration de l'interopérabilité et de l'accessibilité donc des informations sur le bâtiment, l'interopérabilité également avec les solutions existantes de modélisation des informations sur le bâtiment, sur le BIM et le jumeau numérique, et l'application plus large des solutions BIM et des jumeaux numériques, en particulier pour les PME. Donc là, ça finance également des Innovation Actions, donc également des TRL 6 à 8. Il y aura 2 projets financés sur cet appel et avec un budget indicatif par projet de 4 millions d'euros chacun. Et donc voilà, on est à un appel à projet qui est déjà ouvert et pour lequel des consortiums sont en cours de montage, mais avec une clôture de cet appel au 4 février 2025. Voilà, et enfin, pour terminer sur cette petite présentation de quelques appels, un autre appel de ce même cluster 5 sur des solutions numériques pour favoriser la conception, la planification et la gestion donc participative de bâtiments, de quartiers ou de territoires, donc qui vise au développement de solutions numériques qui utilise une plus grande participation des différents acteurs dans ces différentes étapes et à différentes échelles de projets. Donc les propositions qui souhaitent se positionner doivent porter sur l'un des 2 points suivants ou les 2. Donc de proposer d'une part des solutions numériques qui facilitent la conception et la planification de ces bâtiments par la visualisation, l'analyse et l'engagement de données qui sont directement pertinentes pour les utilisateurs des bâtiments, ainsi que pour les citoyens de ces territoires. Également des solutions qui peuvent permettre d'analyser, de modéliser différents scénarios pour les bâtiments, pour ces quartiers ou pour ces territoires qui seraient donc à rénover. Voilà, on est également sur des Innovation Actions. Il y aura également 2 projets financés sur cet appel et on est sur des budgets donc de 5 millions d'euros par projet avec une relève au 4 février prochain également. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus également ou être un diagnostic sur ces appels, de même, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, pour terminer sur la partie européenne, donc Horizon Europe permet également de financer donc du financement en cascade. Donc ça va être des gros projets qui vont redistribuer une part de leur financement pour ouvrir des appels à projets ouverts à destination généralement de start-up, de PME ou voire de TI. De manière individuelle ou en consortium pour des projets assez courts, entre 6 et 18 mois, avec des subventions donc là plus modestes, entre 50 000, 150 000, 200 000, voire 300 000 euros dans certains cas, et donc avec l'avantage d'être assez flexible. C'est des appels à projets qui sont ouverts de manière régulière en fonction de calendrier de sortie des projets, et donc l'avantage c'est que c'est des dossiers assez légers pour une PME à monter, c'est assez simple de proposition de dossier. On se concentre vraiment sur la partie technique, la partie on va dire financière est moins complexe à remplir, et donc voilà, c'est des financements intéressants. Ça peut être financé jusqu'à 100% des dépenses éligibles avec des taux de réussite assez intéressants, et c'est aussi une première acculturation au projet européen, et ça peut permettre d'avoir des premiers contacts pour ensuite candidater à de plus gros appels, par exemple. Donc voilà, donc nous, Cap Digital, on peut vous accompagner on réserve aux adhérents, on peut faire une veille stratégique
sur un petit peu les appels à projets qui seraient ouverts dans votre domaine et sur lesquels vous pouvez vous positionner. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir un peu plus également. Et juste à titre d'exemple, donc cet appel à projet XR to Learn, qui est actuellement ouvert et qui se clôturera à la fin de ce mois pour des projets donc de technologie immersive dans le domaine de l'éducation, et donc qui vise à appliquer donc certaines briques technologiques dans ce domaine-là. Donc c'est pour des projets qui sur une durée d'un an. C'est ouvert aux startups, PME ou à des petits consortiums, hein, donc 2-3 partenaires maximum. Et donc la subvention là, elle est entre 150 000 et 300 000 euros par projet. Donc c'est assez intéressant. Voilà pour ce petit exemple, hein, si ça vous intéresse. Sachez que également, si vous êtes intéressé, vous souhaitez être accompagné dans la recherche dans le montage d'un dossier européen, il y a des aides qui existent. Donc déjà en Île-de-France, hein, la région Île-de-France propose un service dédié, un accompagnement au montage de projets européens. Voilà, ça peut toujours être intéressant de rentrer en contact avec eux. Ils peuvent proposer une prestation de conseil allégée, on va dire, pour vous accompagner. Pour l'ANR également, elle propose par le biais d'un appel à projet, petit appel à projet, donc de vous donner d'offrir une subvention jusqu'à maximum 36 000 euros sur 2 ans pour vous aider à avoir recours à un cabinet de conseil ou à vous rencontrer vos partenaires au niveau européen pour mettre en place votre projet. Et enfin, plutôt pour là les entreprises, la BPI propose des DIAG Europe ou DIAG Partenariat Technologique International pour cofinancer une prestation de conseil d'un cabinet de conseil qui est agrégé par BPI France. Voilà. Pour terminer, peut-être juste une autre opportunité en plus de ça et quelques événements à venir. Donc dans le cadre d'un partenariat avec Viridien, donc qui était anciennement connu sous le groupe de CGG, donc leader mondial dans le domaine de la géoscience, du HPC, de l'IA. Viridien cherche à répondre à des besoins de business des entreprises en rendant prédictible le modèle de facturation du cloud et en mettant en place un modèle de facturation basé sur la production effective et non sur l'usage. Donc Viridien souhaite donc partager son expertise de pointe sur ces ressources technologiques avec des industries en plein essor telles que la biotech et les industries utilisatrices de l'IA, en proposant donc un nouveau modèle de cloud. Voilà, c'est donc une plateforme .com. Enfin, ce service serait de proposer un outcome as a service, produire plus avec un objectif de produire plus avec moins. Et donc là, si vous êtes intéressé par ça, il faudrait contacter, on vous mettra en relation avec notre collègue Shaynez, qui vous mettra également ensuite en relation avec donc la personne chez Viridien qui s'occupe de cette initiative. Voilà, et enfin quelques événements à venir. Donc la supply chain au cœur du retail qui aura lieu mardi prochain à Lille, donc un Cup and Coffee organisé chez Euratechnologie, un événement également le même jour plutôt là chez Cap Digital à Paris, le Back from Slush, donc un salon dédié pour les startups, et également voilà un autre événement sur le Deep Tech Tour, une matinale de POC Média, donc comment décarboner le numérique, et enfin les entretiens du monde industriel le 18 et 19 décembre, proposés donc par l'IRCAM notamment, l'IRI, pardon. Voilà, alors j'ai pas pris les questions pour la partie Europe, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Donc merci à tous pour votre participation. Et on se retrouve début janvier pour le premier AD Corner de 2025. Merci à vous. Bonne journée. N'hésitez pas, les slides, il y a des annexes, notamment sur la présentation de PNO, je crois, que vous allez recevoir. Ouais, peut-être plus de détails sur ce qui a été présenté. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.